Mais si on ne s'est pas posé la question en amont, quelle est la valeur réelle que je veux apporter à mon audience, c'est extrêmement compliqué. Mais là, maintenant, les réseaux sociaux, c'est une conversation, en fait, qu'il faut attirer l'attention, il faut mériter, en fait, on mérite l'attention de l'audience. Il fallait pas avoir 10 000 followers pour que ta vidéo sur TikTok, potentiellement, devienne virale. J'ai jamais été inspiré par un film ou par une série. Par contre, sur les réseaux, regarder 2-3 trucs et puis aller faire du sport parce que j'ai vu quelqu'un faire du sport et je me dis, allez, c'est bon, je me lance. C'est ça qui te fait passer à l'action par la suite, quoi. On a lancé le compte Basic Fit pour la Belgique et on a, par exemple, en 3 mois, il me semble qu'on a atteint 35 000 followers. Je pense que la première erreur, ou en tout cas, on ne passe pas assez de temps à faire ça. Et bienvenue sur le pilote, le tout premier épisode de The Feeds, le podcast qui nourrit vos connaissances sur les réseaux sociaux par ceux qui les font. Pour ce premier épisode, je suis avec le managing partner de Social Sky, Fred. On dit souvent que chaque plateforme a ses propres codes, son propre langage. On entend quoi par là ? Alors bonjour Chris. Écoute, on entend, il faut revenir un peu à l'origine des plateformes et vraiment se remettre à la naissance de chacune des plateformes. On peut prendre l'exemple d'Instagram qui est parti sur quelque chose d'assez léché, des photos, format carré, donc c'était très esthétique. Et en fait, le format Stories ou le format Reels, qui était plus du format vidéo, est venu par la suite. Et alors que TikTok, c'était avant Musical.ly, et c'était une plateforme où déjà, il n'y avait pas le choix du format, c'était de la vidéo 9/16, avec des ados qui dansaient, on s'en souvient, pendant le confinement, entre autres. Et donc, il y avait une manière très brute de filmer, des montages assez rapides, assez saccadés, très, très authentiques et très simples finalement. Et ça, c'est des codes de chacune qui appartient vraiment à chacune des plateformes. Et YouTube a encore ses codes propres que tu connais bien. Et en fait, chacune de ces plateformes vit en fait sur son ADN premier et continue de grandir, de proposer différentes fonctionnalités en plus, mais a cet ADN qui lui reste propre. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut dire sur ce côté-là. Oui, et de ce que j'entends, du coup, Instagram a vraiment commencé en mode carré, photo, c'était obligatoire, et TikTok a commencé en mode 9/16e vertical, vidéo obligatoire. Exactement. Et donc après, ça a bien sûr évolué. Pourquoi ? C'est une guerre de l'attention. La vidéo accroche, en tout cas a connu un grand succès auprès de l'audience TikTok. Elle accroche plus longtemps en fait l'audience. Et donc Instagram, s'est dit je peux pas rester en reste et je dois aussi aller sur ce format-là et proposer ce format-là. C'est assez intéressant d'un point de vue business parce qu'on se dit ils font partie de du même domaine, c'est les réseaux sociaux, mais ils se sont bien distingués dès le départ. Donc il y a Instagram qui existe depuis super longtemps, qui était photo, et donc TikTok, quand ils se sont lancés, ils se sont dit ok, on va sur le même mode que Facebook, Instagram, mais on doit se différencier d'une certaine manière, et leur façon de se différencier, c'était de forcer leurs utilisateurs à utiliser un format vidéo. Et est-ce que tu penses qu'ils avaient pensé anticipativement en se disant on passe plus de temps à regarder une vidéo qu'on ne passe à analyser une photo? Probablement, il y avait de ça aussi. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a les algorithmes qui jouent beaucoup aussi. Donc, il y a le format et puis il y a les algorithmes. Là où TikTok a changé complètement la manière de faire pour les plateformes de social media, c'est qu'il a proposé très, très, très vite, en fait, directement, un algorithme de découverte. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir 10 000 followers pour que ta vidéo sur TikTok commence à connaître un grand succès et potentiellement devienne virale. Là où Instagram, en fait, c'est le groupe Meta. Donc, Meta, c'est Facebook. Et en fait, c'était un algorithme de mise en relation. Tu suivais tes amis, tu suivais ta famille pour avoir leur vision du monde, leur week-end un peu stylisé en photo avec des filtres. Les filtres, c'est aussi Instagram qui a complètement démocratisé ce côté-là. Maintenant, ça paraît complètement... on les a sur tous les téléphones en faisant des photos, mais en fait, à la toute base, il n'y avait pas de filtre. Donc, Instagram a vraiment rendu ça hyper accessible. Et donc, c'était une vision stylisée de son week-end, de ses activités. Et donc, il fallait te suivre
pour pouvoir voir ce week-end un peu sympa. Donc, oui. Donc, on a commencé avec des formats différents et maintenant, ça se différencie plus sur l'algorithme. Moi, une question que j'entends assez souvent, c'est pourquoi, de temps en temps, certaines personnes vont d'abord poster quelque chose sur TikTok, ça va cartonner. Ils vont se dire, je vais exploser sur Instagram. Ils le publient sur Instagram et ça cartonne pas du tout. J'entends un peu l'algorithme. On a l'impression qu'il y a Instagram, ça va d'abord toucher ceux qui sont connectés avec toi. Et puis, si ça fonctionne bien, ça va aller toucher d'autres audiences. Alors que TikTok, c'est potentiellement l'inverse. Ouais, en fait, TikTok, il faut pas avoir de followers pour être connu. Ce que l'algorithme va regarder, c'est le hook rate, donc le temps que l'audience va regarder ta vidéo, le completion rate aussi, c'est-à-dire la vue totale de la vidéo. Même aussi si on la regarde plusieurs fois, il y a des vidéos très très courtes où parfois elles sont tellement marrantes qu'on les regarde 2-3 fois. Ou bien tu sais même pas quand est le début ou quand est la fin. Oui, voilà, il y a le loop infini, c'est aussi quelque chose que TikTok a démocratisé. Et en fait, oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si ces indicateurs-là sont verts, TikTok va proposer à une plus large audience, peu importe que tu aies des followers ou pas. Là où la logique Instagram, elle était complètement différente, elle allait mesurer plutôt de l'engagement sur ta communauté. Et si cet engagement sur ta communauté était bon, tu pouvais, avec des formats comme les Reels, tu peux en fait sortir de ta communauté et aller toucher des non-followers. Mais donc, c'est des algorithmes qui sont fondamentalement, qui fonctionnent de façon différente. Même si maintenant, quand tu fais attention dans Instagram, tu as plusieurs onglets. Tu as le feed un peu classique. Ouais. Et alors, tu peux aller cliquer sur l'onglet Reels, où là, tu vas avoir un algorithme différent de l'onglet feed. Et c'est un algorithme qui est un peu copié, ou on va dire inspiré, pour être gentil, pour Meta, qui est inspiré de TikTok. Et là, tu vas pouvoir avoir un peu la même logique de découvrir des contenus vidéo de comptes que tu ne suis pas forcément à la base. Et donc, voilà, ils ont évolué et on va dire qu'Instagram a repris des fonctionnalités aussi dans l'algorithme de TikTok. Oui, moi j'ai clairement l'impression que Instagram a lancé les réels au même titre que YouTube a lancé les shorts après l'explosion de TikTok. Et ça a un côté, d'un point de vue business, logique parce que tu vois chez c'est clairement un concurrent, quelque chose qui fonctionne, tu le rapatries chez toi, autant sur le format que sur l'algorithme. Maintenant, la question qui me vient en tête, c'est beaucoup de créateurs, de marques, d'entreprises se lancent sur les réseaux sociaux. Et selon toi, selon ton expérience, quelles sont les erreurs que les marques ou les créateurs font quand ils vont directement sur toutes les plateformes ? Alors pour celles qui ont les moyens d'aller directement sur toutes les plateformes, je pense que la première erreur, ou en tout cas on ne passe pas assez de temps à faire ça, c'est de ne pas se poser suffisamment sur une vraie stratégie pour attaquer les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, c'est important, si on a la possibilité de créer du contenu pour un certain nombre de plateformes, de comprendre qui on veut toucher, sur quelle plateforme, et surtout, quelle est la valeur qu'on veut apporter à chaque audience. Parce que finalement, toute la ligne éditoriale, la création de contenu va découler de ça. On ne peut pas juste poster pour soi. Donc, quand on a une marque, c'est très tentant de ne parler que de ses produits ou que de ses services. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est bien plus que ça. Il y a de l'information, il y a de l'éducation, il y a du divertissement. Il y a plein d'angles qu'on peut trouver en termes de piliers de contenu et plein de types de vidéos aussi avec plus d'humains, très authentiques qu'on peut apporter. Mais si on ne s'est pas posé la question en amont, quelle est la valeur réelle que je veux apporter à mon audience, c'est extrêmement compliqué de mettre en place la suite. La deuxième erreur, c'est le côté pas oser lâcher prise, incarner sa marque et vraiment y aller avec un côté un peu plus authentique. Parce que c'est des codes qui sont maintenant, qui ont été poussés par TikTok, mais qui sont assez transversaux en fait dans toutes les plateformes social médias. Donc il faut utiliser certaines plateformes presque comme des labos pour tester des idées, oser itérer et y aller sans des productions hollywoodiennes, quoi. On peut y aller et puis on fait du snack content, on verra bien, c'est pas un drame si ça fonctionne pas, on passe à autre chose. Et alors, le troisième point hyper important, c'est que le social media, c'est par essence un média qui va dans les deux directions. Donc, c'est pas comme la télé ou la presse où on va pousser un message et puis
ce que pense l'audience, finalement, c'est pas très important. Il n'y avait pas de retour. Il n'y a pas de retour. Non, il n'y a pas de retour. En tout cas, on n'écoutait même pas s'il y avait un retour. On voulait pas trop savoir. Tout ce qu'on voulait, c'est passer le message en 20 secondes sur son nouveau produit. Et ça, c'était génial. Mais là, maintenant, les réseaux sociaux, c'est une conversation, en fait, qu'on engage avec une audience. Et c'est là que ça devient magique. L'engagement, c'est pas juste avoir du like, un pouce levé, c'est aussi avoir des commentaires, c'est pouvoir répondre à ces commentaires, engager avec son audience à ce moment-là sous le post. Et de plus en plus de gens regardent comment la marque répond. Tiens, je m'étais posé cette question-là, c'est cool que j'ai la réponse de ma marque. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et alors, on peut aller encore un step plus loin et faire de ce que nous, on appelle de la creative moderation. Et donc, vraiment aller avec le compte de la marque, participer à des discussions sans que les personnes les demandaient. Et donc rentrer en discussion sous un post et commencer à féliciter quelqu'un pour le sport qu'il a commencé à faire ou pour les courses qu'il a fait chez tel client, quoi. J'ai envie de rebondir sur plein de trucs que vas-y. Je crois que le premier, c'est parce que tu as fait un peu le lien avec la télévision à l'époque. Et je crois que c'est un post à toi que j'ai lu où tu disais la publicité, aujourd'hui, ça s'intègre dans le feed des consommateurs. Donc, tu es sur ton feed, tu passes d'une vidéo d'un créateur et puis pouf, c'est une pub. Mais en fait, tu te rends même pas compte que c'est une pub à la limite. Alors qu'à l'époque, à la télé, c'était clair. Ton film ou ta série télé s'arrêtait net, et puis tu avais une pub qui se lançait, et puis une autre, et puis ton film reprenait. Est-ce que ça change un peu l'approche de création, de se dire, OK, il faut que ça s'intègre naturellement au feed, parce que si c'est trop brut, la personne va skipper. Ouais. Il faut à la limite que le hook paraisse être juste une vidéo comme une autre, et c'est après qu'on attire sur le produit ou le service qu'on veut pousser. Tout à fait. En fait, l'arc narratif, il faut avoir un hook qui soit pas le produit directement, et donc il faut attirer l'attention. Il faut mériter, en fait, on mérite l'attention de l'audience, ce qui est complètement différent d'avant, où on se disait, bon voilà, l'audience est passive dans son divan et donc regarde la télé et va absorber ma pub. Là, il a le pouvoir de scroll. Après, cela dit en passant, on avait aussi ce pouvoir-là avec la télécommande de la télé, c'est juste qu'on ne le mesurait pas. Ouais. Parce que c'est vrai que ça, c'est un débat qu'on n'avait pas, parce que en fait, il n'y avait pas de mesure. Mais moi, personnellement, je skippais quand il y avait les écrans pubs et je commençais à zapper sur toutes les chaînes. Donc en fait, ce truc-là a toujours existé, mais avec les réseaux sociaux, c'est devenu très brutal. En fait, on a tous les chiffres, et donc oui, il faut changer l'arc narratif pour mériter l'attention. Et tu parlais aussi, tu as utilisé le mot authentique. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? C'est mettre en avant le côté humain, c'est être très réaliste par rapport à ce que tu proposes? C'est montrer de l'humain, c'est-à-dire, et ça peut être, il y a plein d'angles, hein, c'est faire parler ses clients ou ses futurs clients, ça peut être faire parler le fondateur ou l'équipe de la marque, ça peut être le community manager qui devient un visage familier, et donc les gens aiment bien ce fil rouge et ce rendez-vous avec la marque. Donc il y a plein de manières de le faire, mais je dirais que le plus important, c'est que les gens puissent se projeter dans le contenu. Et la plupart du temps, c'est vrai que maintenant, ça a beaucoup évolué, notamment aussi les pubs télé, mais je me souviens à l'époque, c'était parfois des mises en scène un peu irréelles et pas très plausibles, quoi. Donc, même si on rêve tous d'avoir ce petit déjeuner idéal avec les chiens qui courent, le soleil qui se lève, et on en a de temps en temps, heureusement, mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir quelque chose où l'audience peut directement se dire « Waouh !» En fait, je me projette, je comprends ce que la marque veut me dire, je pourrais l'utiliser. Ça répond aussi à un problème que j'ai. Donc. Ouais, à la télé, c'est une projection plus utopiste. Oui, ouais, c'est utopique. Ça. Et maintenant, c'est plus une projection réaliste, mais qui donne envie. Il y a un dernier truc dont tu as parlé, c'est notamment l'activité dans les commentaires, que ce soit chez toi en tant que marque ou ailleurs. Et le côté... À l'époque, les publicités, c'était une communication unidirectionnelle. Aujourd'hui, c'est bidirectionnel. Ça doit aller dans les deux sens. Est-ce que la proximité d'une marque ou d'un créateur de contenu a une énorme importance dans son succès et sa notoriété de marque? Parce qu'avant, à la télé, pour pas trop citer, Coca-Cola, c'est une marque connue, donc ils ne devaient même pas faire une pub, ils devaient juste faire passer leur camion à Noël, et puis ça remettait en tête, il faut que j'achète du Coca. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Il faut plus être proche de son audience,
pour la comprendre, mais aussi pour montrer qu'il y a une proximité. Ça permet de mieux faire passer les valeurs aussi. Et dès le moment où les gens sont alignés avec les valeurs, ils vont plus rapidement faire confiance. Je pense que tu as bien résumé. Et puis, c'est aussi une question de choix. Je pense qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait moins de marques, il y avait moins de possibilités de consommer, de découvrir des produits. Aujourd'hui, on est dans un monde assez global. Il y a des marques qu'on peut acheter des États-Unis, d'Asie, d'Afrique. Enfin, on a accès, en fait, à 1000 fois plus de marques. Donc, évidemment qu'on préfère les marques qui nous parlent d'un point de vue valeur. On se reconnaît. Il y a ce petit truc humain en plus qui fait que j'ai envie de la consommer. Et donc, là, on rebondit sur quelque chose d'encore différent. À l'époque, il y avait moins de concurrence parce qu'il y avait moins de place à prendre sur les réseaux qui n'existaient pas. C'était juste des publicités et c'était que les grosses boîtes qui pouvaient se démarquer comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence qu'en tant que marque, tu dois trouver un élément qui te différencie par rapport aux autres et ça peut passer par ta manière de communiquer. Oui, mais pas que. Je pense qu'à la base, c'est aussi c'est quoi ta vision de marque et ta mission. Et si c'est pas très clair pour toi, je pense qu'on a beau trouver une manière sympa de communiquer, ça va quand même potentiellement être compliqué. Donc, il faut que tout soit aligné. Mais c'est vrai que le social media permet d'avoir une créativité un peu débridée, oser plus, tester, et donc trouver finalement un angle, une manière de communiquer sa proposition de valeur qui est différente et donc et unique potentiellement et donc plus impactante. Ouais, ça peut prendre du temps, mais j'aime bien le fait de devoir tester, faire appel à sa créativité pour trouver son angle. Et ça revient aussi au premier point dont tu as parlé. Ce que les gens oublient quand ils se lancent ou ce que les marques oublient quand ils se lancent, c'est d'abord faire un travail de stratégie, de connaître la valeur qu'on va apporter à l'audience. Et j'aime bien parce que tu es allé un step plus loin. Tu t'es dit, on va peut-être avoir une audience différente sur Instagram que sur TikTok. Et par conséquent, on doit avoir une communication différente par réseau. Ouais. Ça, idéalement. C'est-à-dire qu'on peut se dire on fait de la répétition et c'est vrai qu'il y a des utilisateurs de TikTok qui ne sont pas sur Instagram et donc ou qui sont sur Instagram et donc on va les toucher 2 fois. Mais moi je trouve que ce qui est le plus important, c'est d'avoir vraiment une vue assez claire sur l'audience qu'on veut toucher, comment elle consomme le social media et puis alors apporter une réponse et de la valeur différente en fonction des réseaux sociaux. Et valeur, tu entendais notamment, tu as cité 3 angles. Et d'ailleurs, moi, quand je vais sur mon feed, je me dis, tiens, cette personne-là, je la suis parce qu'elle me divertit. Ouais. Cette personne-là, je la suis parce qu'elle m'inspire. Cette personne-là, je la suis parce qu'elle m'informe. Est-ce qu'il y a d'autres créneaux, d'autres piliers de contenu ? Après, les piliers de contenu, on peut les travailler plus ou moins. Ça, c'est les grandes thématiques. Après, tu peux mixer, tu peux faire de l'infotainment, qui est très à la mode aujourd'hui, et tu vas donner de l'information utile, mais de façon assez divertissante. Et ça aussi, c'est plutôt des codes TikTok qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner sur Instagram, mais qui n'existaient pas à l'époque. C'est les gens veulent pas des vidéos un peu ennuyantes, très longues, etc. Ils veulent du fun aussi dans des choses qui sont qui donnent plus de l'information. Le premier truc qui me vient en tête de l'époque, c'est comment il s'appelait, Jamie dans son camion. Je sais plus c'est quoi le nom de l'émission. Jamie, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Ça c'était un peu de l'infotainment. Je trouvais ça génial en tant qu'enfant. Et en fait, encore une fois, ça revient sur l'audience. C'est une audience qui était très jeune qui appréciait ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut aussi toucher des gens plus âgés de tout âge. Ouais. T'as parlé de code et ici j'ai un peu entendu entre les lignes. Est-ce qu'il y a une TikTokisation des plateformes au vu du succès de TikTok ? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le format 9/16, le format vidéo 9/16 a été rendu hyper populaire par TikTok. Et donc, en ce sens, on peut dire qu'il y a une TikTokisation de toutes les plateformes parce que toutes les plateformes se sont dit « je dois faire de la vidéo 9/16 ». Donc maintenant, tout le monde en fait. Après, on peut aller un cran plus loin. C'est-à-dire que dans les algorithmes, comme j'ai déjà expliqué, il y a aussi maintenant cette volonté de faire découvrir du contenu de comptes que tu ne suis pas forcément. Et donc, de nouveau, Instagram et d'autres se sont TikTokisés pour proposer du contenu pour faire découvrir du contenu à l'audience. Et alors, il y a quand même le code très brut, authentique, avec des montages assez dynamiques qui commencent à apparaître aussi sur toutes les plateformes. Et donc, ce qui fonctionne sur TikTok a tendance à fonctionner sur Instagram.
puisque Instagram a copié pas mal dans l'algorithme. Donc ça commence à fonctionner. Maintenant, Instagram reste quand même un petit peu plus poli en termes de contenu, un petit peu plus travaillé, et donc c'est pas que du contenu brut qui fonctionne sur Instagram. Alors ici, pour introduire le sujet suivant, on va juste un tout petit peu répéter, je vais reposer une question, on a déjà eu un peu la réponse, mais TikTok a l'air d'être la plateforme idéale pour se faire découvrir, pour se lancer. Ça a l'air d'être plus généreux avec les nouveaux comptes que Instagram, où on va peut-être parler plus de fidélisation. En fait, TikTok va récompenser la qualité de ton contenu, tout simplement. Va pas regarder ton historique et si tu as 1000 ou 1 million de followers. Okay. Donc ton contenu, il peut fonctionner si tu as le bon taux de visionnage 3 secondes, un bon taux de completion, etc. Et donc ça, c'est finalement la qualité du contenu, ce qui devrait être en fait la norme partout, ouais, qui fait que ce contenu va être proposé à une audience plus large et peut potentiellement devenir viral. Donc en ce sens, TikTok est plus généreuse, comme tu dis, que d'autres plateformes. Maintenant, je pense que Instagram, il y a aussi moyen maintenant, de plus en plus avec le format Reels, de toucher des non-followers, puisque on est encore une fois dans la même logique de découvrabilité. Ouais, donc en fait, à la limite, Instagram, tu vas plutôt recommander de te lancer avec des réels pour vraiment te faire connaître, et puis tu vas peut-être fidéliser plus avec le format story ou avec le format feed. Maintenant, je dis ça parce que j'ai souvent entendu ça, et puis voilà, moi j'ai installé TikTok en venant travailler ici. C'est beau. Je m'y suis mis tard, notamment parce que voilà, on avait tous un peu, on a tous un peu gardé cette image qu'il y avait pendant le Covid. C'était des jeunes qui dansaient sur une plateforme, et donc ouais, ça intéressait pas trop. Et en fait, en arrivant ici, moi j'ai découvert que l'âge moyen c'était 29 ans. Ouais. J'ai découvert qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui communiquaient par là, notamment pour le recrutement. Donc c'est quelque chose qui s'est vachement différencié par rapport aux stéréotypes que je pense que beaucoup de gens ont encore, et pas mal de l'audience auront encore. Donc la question que j'ai beaucoup reçue depuis que je suis rentré ici, c'est c'est dommage parce que c'est trop tard. J'aurais dû prendre le train de TikTok. Mais quand je t'entends parler, il y a vraiment moyen d'exploser très rapidement. Non, ouais, complètement. C'est pas trop tard pour se lancer. Comme tu l'as dit, c'est 29 ans d'âge moyen. C'est une audience qui est en train de vieillir. Donc c'est vrai que sur les tranches d'âge 25-34, c'est là qu'on a le plus de taux de croissance sur TikTok. Donc il est clairement pas trop tard pour se lancer sur TikTok. Et au-delà de l'audience qu'on peut toucher, donc qui est en train de vieillir, c'est aussi avoir des codes d'un contenu à la TikTok, plus brut, plus authentique, plus humain, plus incarné, qui en fait peut servir sur d'autres plateformes. Donc en fait, c'est une expertise hyper intéressante, quoi qu'il arrive à acquérir. Ouais, et en plus, c'est quelque chose que tu peux développer sur plusieurs aspects de ton entreprise, si on se concentre uniquement sur l'entreprise, mais aussi pour un créateur de contenu, c'est vraiment montrer qui tu es. Que ce soit en tant qu'entreprise, ça permet de montrer la culture, ce qui va plus travailler sur l'employer branding et sur l'image de marque pour attirer du talent, en plus de pouvoir mettre en avant les services ou les produits que tu peux vendre. Complètement. Et en tant que créateur de contenu, ça permet de montrer réellement qui tu es en tant que personnalité pour créer ce lien de proximité avec ton audience, ce qui peut servir dans d'autres circonstances aussi. Ouais, et puis tu peux être aussi beaucoup plus spontané, un peu plus snack content, comme on dit, sur TikTok, et parfois un peu plus drôle. Vraiment, c'est du contenu très on the go qu'on peut proposer sur TikTok, là où sur Instagram, en tant que marque, on va peut-être vouloir travailler un peu plus de storytelling, un peu plus de contenu travaillé, quoi. Est-ce que de tête, comme ça, tu as quelques clients Social Sky pour lesquels on a commencé un TikTok et ça a directement pris? Ouais, tout à fait. Alors, on a lancé le compte Basic Fit pour la Belgique, et on a, par exemple, en 3 mois, il me semble qu'on a atteint 35 000 followers avec une stratégie. On était sur une dizaine de TikTok par mois, tout à fait, en français et en néerlandais. Donc, et là, on voulait rendre le sport accessible à tout le monde. Donc pas être dans justement des bodybuilders qui
qui font de la gonflette et qui montrent à quel point l'exercice est technique et leurs muscles sont beaux. Ouais, mais d'ailleurs, vous avez refusé que j'apparaisse sur Basic c'est la raison pour laquelle tu n'apparais pas dessus. Ouais. Donc, on était plus sur un côté fun, divertissant et inclusif pour vraiment, c'est un endroit où tout le monde peut venir se défouler, faire du sport et se sentir bien. Voilà, donc après, on a aussi lancé un compte comme Léonidas sur du chocolat, où là, on va mettre en scène plus le point de vente. Avec nos community managers qui incarnent des vendeurs, qui jouent sur les côtés, les différentes gammes de pralines. Et donc ça, c'est un côté très retail finalement. On a également lancé le compte de l'Esplanade, qui est un shopping center à Louvain-la-Neuve, qu'on a monté à plus de 80 000 followers. C'est énorme. C'était le premier centre, c'est le premier centre commercial le plus suivi en Belgique. Et c'était le premier à se lancer vraiment sur TikTok avec une stratégie à l'époque super innovante. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait vivre le centre commercial avec des cadeaux, avec des activités, et ce qui fait que il y a un vrai intérêt à venir dans le centre commercial. Notre community manager qui s'appelle Inès, elle se reconnaîtra, elle est reconnue quand elle va là-bas, ils l'attendent. Et donc il y a une vraie sauce qui a pris en fait avec la communauté, parce qu'en fait, il faut jamais oublier que c'est bien d'avoir une communauté online, mais le but, c'est quand même d'avoir de l'impact dans la vraie vie, quoi. Oui. Ça paraît idiot de le dire, mais mais c'est bien de en le fait, souligner, ouais. Et nous, c'est ça qu'avec des clients retail, c'est ça qu'on propose, c'est de faire vivre le magasin, donner la parole aux clients, avoir des activités sympas pour que les gens se disent, en fait, il se passe toujours un truc dans telle chaîne de magasins, et donc ça, c'est aussi une chouette vitrine qu'on peut animer, notamment sur TikTok. Ce que je sens dans tes réponses, c'est qu'effectivement, quand on a une demande qui rentre, il y a directement cette question de quelle est la valeur qu'on va apporter. Comme ça, on peut amener une stratégie. Ouais. Et donc ici, j'ai une opportunité de boucler un peu la boucle de tout ce qu'on a dit. Tu as utilisé le mot communauté. Et je pense que c'est la première fois qu'on l'utilise dans le podcast, et je trouve ça ultra intéressant comme mot quand on parle des réseaux sociaux. Et pendant le podcast, on a parlé à l'époque, c'était communication unidirectionnelle, et maintenant, c'est bidirectionnel. Donc, il y a cette proximité qui se crée. Et donc, au final, tu ne crées pas une audience, tu crées une communauté quand tu lances quelque chose sur les réseaux. Tu crées une communauté, mais qui est aussi ton audience, quelque part. Après, tu n'es pas dans une logique, en tout cas, tu peux passer dans une logique payante d'achat média, mais au début, tu es dans une logique de quelle valeur j'apporte, et donc quelle visibilité je vais avoir, quel engagement je vais avoir en pur organique. Et il faut toujours se dire que si ça marche en organique, ça va marcher en payant. Et donc, c'est là où tu boucles la boucle aussi avec on boucle pas mal de boucles. Bon, on a fait. on boucle pas mal de boucles. Aussi, avec le côté, le social media, ce n'est pas que du community management, de l'organique, c'est aussi du payant. Il ne faut pas se leurrer. La visibilité et l'engagement sont devenus de plus en plus, moins d'impact en organique pur et dur. Mais par contre, avoir cette connaissance de comment ça fonctionne en organique va permettre après de scaler, de déployer en fait en payant les bons assets et le bon contenu. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, les algorithmes se sont tellement bien développés que quand tu crées une communauté organique et que tu vas booster ça avec de l'argent, ça va aller chercher un lookalike, une audience qui est un peu similaire à celle qui réagit bien à ton contenu, ce qui va te permettre de te faire découvrir par des gens qui sont susceptibles d'accrocher à ce que tu proposes. D'avoir les mêmes comportements. Mais déjà, tu es rassuré que ton contenu apporte de la valeur, est engageant sur ta communauté. Donc, tu peux te dire que des personnes qui ressemblent ou qui sont un peu plus lointaines ne font pas encore partie de ta communauté, ils vont aussi kiffer ce contenu. Je vais terminer par une question philosophique. Je vais la lire parce que j'ai pas envie. Je t'attends au tournant, là. Alors, est-ce que tu penses que les gens scrollent sur les réseaux parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils ne savent pas encore nommer ? C'est une bonne question. Je pense que Je vais prendre une petite pause pour ça. Non, mais prends le temps de réfléchir, parce qu'en fait, je vais te donner la genèse de la question. Donc là, on est en train d'enregistrer, on est aux alentours de Noël. L'épisode va sortir après Noël, mais
à un moment, je me suis dit, il y a un Secret Santa dans la famille, il faut que je fasse une liste de choses que j'ai envie. En dehors de passer du temps avec ma famille, j'ai envie de rien. Il faut que je trouve quand même quelque chose qu'on doit m'offrir. Et donc, je me suis dit, je vais aller sur les réseaux, je vais faire l'inverse de ce que font les gens. Je vais pas regarder le contenu, je vais m'arrêter sur les pubs qui sont targetées par rapport à mon profil pour m'inspirer. Et donc, c'est vraiment genre, je cherche quelque chose que je ne savais pas nommer. Ok, non mais alors ça, je pense qu'il y en a de plus en plus qui font, c'est-à-dire le social media comme moteur de recherche. Et TikTok est très fort là-dedans parce qu'en fait, c'est vrai que si tu cherches un resto ou tu cherches un cadeau, tu as envie de voir à quoi ça ressemble et avoir de la vidéo, c'est quand même de la vidéo authentique et brute. Donc tu sais que c'est de la réalité, c'est pas un truc Alice au pays des merveilles et finalement tu reçois le produit et tu te dis ah ouais non, c'est quand même, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête. Donc ça, c'est une fonctionnalité. Après, je pense que l'être humain est un animal social, donc il a envie de connaître ce que font les autres, ce que font les autres. C'est mieux. Il a envie de découvrir, il est curieux de nature, et donc il y a un peu ce côté, je vais me laisser inspirer, je vais regarder. Et c'est vrai que les algorithmes sont assez bien faits pour te proposer quand même du contenu que tu as a priori plutôt envie de voir. Donc, il y a ce côté, peut-être, passer l'ennui, c'est beaucoup dire, mais en fait, il faut se dire que ça remplace aussi un autre écran. En fait, il y a 20 ans, enfin, je crois que ça existe toujours, mais il y a des gens qui zappent devant la télé pendant des heures. Ça existe encore. Toujours. Ça existe encore. Mais je pense que maintenant, il y en a qui zappent devant leur téléphone. Alors, le format a changé, il y a beaucoup plus de contrôle, c'est des formats beaucoup plus courts, donc on peut encore avoir le débat sur ce que ça apporte à l'intelligence humaine, mais je pense que les gens sont vraiment à la recherche de quelque chose d'inspirant et de connecter avec d'autres êtres humains. Alors moi je vais dire une stat qui est propre à moi, donc c'est une évidence mais juste pour moi. J'ai jamais été inspiré par un film ou par une série. Par contre, sur les réseaux, ça m'est déjà arrivé de me poser dans mon canapé, regarder 2-3 trucs et puis aller faire du sport parce que j'ai vu quelqu'un faire du sport et je me dis, allez, c'est bon, je me lance. Donc, il y a un côté positif de temps en temps quand tu t'ennuies ou quand tu cherches quelque chose que tu sais pas nommer. De temps en temps, quand tu as des comptes qui t'inspirent, le truc que tu sais pas nommer, c'est mec, bouge. Ouais, et en fait, le gars t'a apporté la valeur que t'attendais et donc voilà, exactement. C'est ça qui te fait passer à l'action par la suite, quoi. On a rebouclé une boucle. On fait que boucler des boucles. Voilà, et pour boucler le podcast, on a un petit rapid fire pour toi. Donc ici, c'est le jeu du plus ou moins, tout simplement. D'accord. Le temps moyen passé sur TikTok en France est de 58 minutes. Plus ou moins? Plus. Ouais. 73 minutes par jour. Ouais. C'est ouf. Donc là, on parlait beaucoup de concurrence et tout, mais quand on voit qu'il y a 73 minutes en moyenne en France, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu qui est consommé. Donc quand on se lance, on a vraiment beaucoup d'opportunités de toucher une audience. Deuxième, Instagram compte 26 millions d'utilisateurs actifs en France. Plus ou moins? En France, je dirais plus. Ouais, t'as hésité parce que c'est très proche. J'ai été un vrai bâtard là sur la question. J'ai dit 26 millions, c'est 29,8. Ok, ouais. 3. Sur TikTok, 60% des utilisateurs français ont plus que 25 ans. Plus ou moins? 60% ont plus que 25 ans. Non, je dirais que c'est plus ou moins ça, 60% plus que 25 ans. 68%, donc c'est plus. Ah, c'est plus, ok. 68% ont plus de 25 ans. Ok. Les Reels représentent 30% du temps passé sur Instagram, plus ou moins? Je dirais plus maintenant. Ouais, maintenant plus, 50% environ. C'est ça. C'est approximatif, mais ouais, on est proche des 50%. Donc comme quoi, TikTokisation des plateformes, c'est ça. Ça, c'est une preuve. Sur Instagram, avant, il n'y avait pas de Reels, et maintenant, on est à la moitié du temps passé, c'est là-dessus. Dernière question, LinkedIn. Seulement 20% des utilisateurs publient au moins une fois par mois. Plus ou moins? Non, je dirais moins. 10% seulement. Ouais. Et donc ça, c'est bien parce que ça peut nous ouvrir un autre podcast pour plus tard. C'est LinkedIn, il y a de la place à se faire puisque sur tous les utilisateurs, il n'y en a que 10% qui publient une fois par mois. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc il y a de la place à se faire. Quand on parle de concurrence, là, il y a peut-être plus d'espace pour se faire voir. Ouais. Et peut-être même en B2C aussi, avoir un côté plus produit qui peut être intéressant aussi sur LinkedIn. Parce que c'est une audience très qualifiée, LinkedIn. Ah bah c'est parfait. Donc on a bouclé des boucles et on a ouvert une nouvelle porte. Rendez-vous au prochain. Rendez-vous au prochain. Merci à tous. Merci Fred. Avec plaisir.